faut commencer par un jeu. On commence par quel jeu? On va commencer, on fait avec une voyelle et le dernier qui n'arrive plus à dire un nom d'animal qui commence par la lettre, et ben, c'est lui qui a perdu. Choisis la lettre, Guillaume. V. Non, vas-y, Vipère. Une lettre. Perdu. Allez. Verge. François, Moi, c'est toi qui commence. j'avais volaille. Ah ouais, J'avais ça marche. 20. Verge. Bel animal. Verge, c'est un verge, c'est une petite souris. Non, d'Australie. Allez, François, t'as perdu. Vas-y. C'est toi qui commence. Je lance le Verge. générique. La Fabrique, le podcast qui parle de création avec les créateurs. Présenté par Et les créatrices. Ramzi Car nous sommes Assali, inclusifs. Juliette Arnaud et François Audouin. Saison 2, Épisode. épisode 1. C'est dingue, hein. L'été est passé, t'as pas progressé. Alors, Attends, pas c'est sur mieux quand l'émission. même. Là, Mais par j'ai contre, dit le. tu perds toujours les jeux de début. Ouais, Et non, ça vous l'a fait Ça, exprès. c'est bien que ça reste de la sorte. Non. C'était pas évident, hein, quand même. V, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, Ouais. le podcast consacré à la création. Saison 2 avec Juliette Arnaud. Bonjour. Bonjour Juliette. On va rappeler qui tu es pour ceux qui découvrent le podcast sur la saison 2. Peut-être. Est-ce que tu peux nous dire tes métiers? Une vache Miss Une vache, France. tout simplement, une vache. Miss France 1987. Ah oui. Une vache. Non, je voulais dire une vache, ça commence par un V. Ah oui, il y avait une vache, mais j'avais Ouais. dit veau, donc de toute façon, Ouais. je te l'aurais pas accordé. Ok. Oui, Ah, il fallait putain, qu'on il y avait termine une cette vache. histoire. Allez-y. Fait qu'on est là. Donc Juliette Arnaud. Ah, je voulais pas dire que t'étais une vache. Eh bien, Enfin. je travaille à la Comédienne, radio. scénariste, Voilà. écrivaine, chroniqueuse radio. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Ouais. François Audouin. Oui, Bonjour François. bonjour. Réalisateur radio, Ouais. scénariste, auteur, et quoi d'autre? Comédien oui, aussi. c'est le principal, comédien. Et moi, Ramzi Assadi, qui êtes-vous auteur, voilà, Auteur de blagues. de blagounettes, auteur Un petit peu de théâtre dans la jeunesse, quand même. Oui, Il y a des tout vidéos. à fait. Bon, voilà. Vous pouvez chercher, vous trouverez. Oui. Et notre invité pour cette saison 2, Encore lui, mais franchement, c'est l'enfer, il est là tout le temps. Ouais, mais ça- comme notre invité pour la première de la saison 1, Guillaume Maris. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on a réinvité parce qu'on s'est dit que la première fois, bon déjà c'était vraiment un très bon épisode. Je pensais que t'allais dire Oui, alors, c'était tellement nul, on s'est dit, pour, voilà. pour le coup, je l'ai réécouté, il Ah. est très très mal mixé. Oui, mais Il est d'accord. Vraiment, c'est pas Sur très la forme, agréable à écouter. voilà, sur la forme, c'était naze, Au mais casque ou machin. Sur le Au fond, mieux. vraiment Wow. c'était. Non, Et- c'était intéressant. Mais on s'était arrêté au début de Guillaume. Et surtout, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est l'écriture de romans. Ah oui, c'est vrai, on Parce n'a que pas t'as parlé. écrit Non, combien de livres. de livres. Parce que finalement, oui. de romans, Oui, c'est vrai. c'est ce qu'on se disait la dernière fois, finalement, de romans, ce qu'on appelle purement un roman, il n'y en a qu'un. Les autres, ce sont ou des Il y en a deux. récits, ou des... Ah, bah, c'est ce que Cosmé, que- 2018. et- Cosmé, pour toi, c'est un roman Ouais, parce que c'est romancé quand même. Ouais, c'est un récit de vie, ça part de faits réels, basé sur des faits réels. Ah, alors... Mais évidemment, c'est romancé. Ok, Juste, très bien. vous pouvez expliquer pour ceux qui Ah oui, n'ont pas pardon. lu Cosmé ce que Alors, c'est Cosmé, c'est exactement déjà c'est ton premier livre, c'est ta première publication. Ouais, tout à fait. Je pensais que tu allais faire une chronique sur Cosmé. C'est pas encore un classique. C'est Dès que ce sera un classique. Quand ça sera un Donne-moi classique. 50 ans. C'est un récit de vie qui part de la vie d'un ami à moi qui était mon régisseur à l'époque où je jouais dans les toutes petites salles au théâtre populaire du Rénitas dans le 20e, qui était à la fois régisseur et poète. Et clairement, bon, il le sait maintenant, il était meilleur poète que régisseur. Et en écrivant de la poésie, il a trouvé un sens de lecture, on va dire, quelque chose un peu caché, dans un poème de Rimbaud qui est mythique, qui s'appelle Voyelle. Et en discutant avec lui à la fin des spectacles, je me suis longtemps demandé comment l'aider à un peu, on va dire, protéger cette découverte. Or, ça n'existe pas dans le droit français. Découverte littéraire, ça n'existe pas. Donc, C'est pas comme un trésor. Où il y a des Exactement. règles très précises. Ni comme, je sais pas, la découverte d'une Qu'est-ce que tu entends particule, par protéger sa découverte? bah, qu'on se Dire, dise- c'est lui qui a découvert Ouais. ce truc-là. Ok. Exactement. Et en discutant avec lui, et puis après, ça a duré longtemps, parce que ça devait être en 2000, mettons 2010, 2011, quelque chose comme ça, et puis le livre est sorti en 2018. Mais quand j'ai commencé à bosser à France Inter, j'ai eu pas mal de contacts avec des maisons d'édition qui voulaient à chaque fois faire des recueils de chroniques, donc je disais à chaque fois non. Non. Et une éditrice avec qui j'ai discuté à Flammarion m'avait dit mais t'as pas autre chose, et je lui ai raconté cette histoire. Elle m'a dit vas-y banco, écris-le, Et- ça m'intéresse.
Et toi, le fait d'écrire l'histoire, enfin son histoire, ça t'a pas paru, c'était totalement différent d'écrire une chronique ou écrire autre chose. Comment tu t'es senti capable tout de suite de le faire? Ouais, alors j'ai pas trop de complexe. On l'a remarqué. J'ai pas de complexe d'infériorité ni de supériorité, donc je considère que tout le monde peut faire les choses, il suffit de les faire. Évidemment, il y a un contexte sociologique, mais je pense qu'on va pas partir là-dedans dans la discussion. C'est-à-dire on parlait de ça la dernière fois, de se sentir autorisé à faire les choses. Ouais. J'ai aussi grandi dans la presse, dans les écrits, etc. Donc oui, il y a un terreau. Dans une maison où il y a des livres. Voilà, donc évidemment, il y a un terreau fertile à ça. Donc non, mais j'ai essayé quoi. J'ai essayé. Je me suis dit. Il avait une vie intéressante. Il n'y avait évidemment pas que ce secret à raconter. Il y avait toute sa vie qui était assez passionnante. Est-ce que ce régisseur s'est mêlé de l'écriture ou t'as accompagné là-dedans? Il m'a accompagné, mais il ne s'est pas mêlé de l'écriture, non. Il ne s'est pas mêlé de l'écriture, mais il m'a accompagné. Je lui ai fait accoucher sa vie et je lui ai posé plein de questions. Alors, il y a des choses évidemment qui dataient, il ne se rappelait plus exactement. C'est pour ça qu'il y a des parties romancées, il y a des parties qui ne sont pas dans l'ordre, qui ne sont pas chronologiques, parce que pour le récit, parfois, pour le rythme, tu es obligé de changer des choses. Et ça permettait donc de raconter sa vie et aussi de, entre guillemets, je sais pas, protéger. Que pour l'éternité, le premier mec qui a découvert ça, c'est Cosme Olvera, et c'est dans ce livre-là. C'est marrant parce que toi, Guillaume, tu crois pas spécifiquement à la postérité. C'est jamais une idée c'est pas Moi, perso? Ouais. Moi, en tant que guillaumeuriste, non, je m'en fous un peu. Mais là, il n'y a même pas tellement d'idée de postérité. C'était plus un... protéger une découverte littéraire, c'est un peu ça. Ouais, c'était pour mon pote, c'est lui qui y tenait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est rigolo parce que en ce qui te concerne, toi, j'ai pas l'impression que le concept de postérité, ça t'intéresse même 2 secondes. Mais même le concept de sans se cacher dans un poème de Rimbaud, en vrai, je m'en foutais. Hein. C'est juste que l'aventure de faire ça avec mon pote me plaisait à fond. Okay. Si vous voulez les détails, avant de faire ce bouquin, le Rimbaldien à dire de référence en France, c'était Philippe Solers. Et il était venu dans une émission de Frédéric Lopez à laquelle je participais à l'époque, réécouter l'épisode 1 qui est toujours accessible. Et à la fin de l'émission, c'est vraiment le poème voyelle, c'est vraiment le poème des Rimbaldiens, quoi. C'est hyper nébuleux, on ne sait pas exactement, il y a plein d'interprétations. Tu peux dire que c'est confus. C'est très confus, on ne sait pas. C'est pas le bateau ivre où en gros il y a quand même il y a des images là, il y a des images fortes là, vraiment c'est nimp. Et donc je vais voir Solers à la fin et je lui dis je pense que vous recevez 4 ou 5 courriers de personnes qui vous disent j'ai trouvé le secret de ce poème, mais là moi j'ai un gars, c'est un pote, il est régisseur de théâtre et il avait pris son calepin, il a dit ok, je veux bien le rencontrer, il avait pris rendez-vous avec lui. Et donc j'ai fait rencontrer mon pote, j'ai fait organiser la rencontre Philippe Solers et mon pote à Gallimard. Donc Solers me dit rentrez, moi j'ai dit non, moi c'est pas mon histoire. Donc je les ai laissés les deux et je suis allé boire un coup au café en bas. Et quand Cosme il est revenu, il m'a dit en fait il voulait juste savoir ce que j'avais trouvé et basta, il s'intéressait pas du tout à moi. Donc Cosme lui a rien lâché. Et voilà. Et donc il y a eu toute une aventure. Moi ce qui m'intéresse dans ce bouquin-là, c'est au-delà du fait que j'ai kiffé l'écrire, c'est l'aventure que j'ai vécue avec mon pote. Parce qu'après on a fini quand même, donc ça je vous raconte le début puis la fin, on a fini à Charleville-Mézières. Dédicacé dans la maison de Rimbaud. Moi ça me faisait plaisir de voir mon pote là. C'était chouette. Et puis le manuscrit de voyelles, donc il y en a un seul et il est à Charleville, il est à la médiathèque. Et le gars il nous a dit je vais vous le montrer, je vais vous le sortir quoi. Et confronté à mon pote à ce manuscrit là, c'était pour moi c'était ça qui était chouette. Je me suis dit tiens voilà, j'ai réussi un truc chouette. Et est-ce que, pardon Ramzi, mais est-ce que le moteur créatif de cette aventure-là, c'est pas justement ce truc de, est-ce qu'on peut pas résumer à ça le fait de, il y a une espèce d'aristocratie littéraire qui pense, qui fait des études, qui analyse, et en fait ton pote il est en marge de tout ça, et qu'il y a presque certainement un moment où on se fout de sa gueule, on se fout de je sais pas, j'imagine de ce que vous faites, on vous dit que vous êtes nul, et puis il y a aussi peut-être cette envie de comme dirait Émeric, mettre un coup de pied dans la fourmilière littéraire, non ? C'est une expression très spéciste. Oui, il y a clairement de ça. Moi, ça me faisait kiffer que ce soit un régisseur de théâtre qui a vécu la moitié de sa vie au RMI, à l'époque ça s'appelait le RMI, qui trouve ça alors que les plus grands spécialistes de Rimbaud cherchent ça depuis des années. Et alors ça a provoqué des trucs de fou, parce qu'on s'est fait insulter. Les Rimbaldiens en France, je sais pas, ils sont 50.
c'est quasi que des gars, et donc ils sont quasi... Ah bon ouais, et ils sont tous, bon, la moitié morts, et surtout hyper agressifs. On s'est fait complimenter par la moitié et insulter par l'autre moitié. Il y a des gens qui ont écrit des articles en disant qu'on était vraiment des merdes. Il y a un une mec... cabale. Il y a un mec avec qui je devais bouffer. Parce que pour le coup, je commençais à être un peu le mec de France Inter, ça. Donc je lui avais écrit un autre spécialiste, je sais plus son nom d'ailleurs. Et il venait de mon coin, de Haute-Saône, etc. Donc on avait ce truc-là. Il me dit ah ouais, en plus vous venez de Haute-Saône, ça m'intéresse et tout. Et quand on a sorti le bouquin, il a plus voulu manger avec moi. Ça, ouais, je veux dire, c'était pas ma guerre en fait. Et c'était quoi leurs explications alors à ces gens qui vous insultaient et qui c'est pas vrai que c'est nul. C'était une supercherie, ouais. ils estiment. Ok. Que c'était n'importe quoi. Avec quoi et le comme mec argument avait écrit, en fait, j'ai appris après que le gars avait écrit tout un livre pour dire arrêtez de chercher dans voyelles, il n'y a rien à trouver. Ah ouais. D'accord. Donc, ouais, il a mal pris, je pense. Donc lui, sa théorie, c'était ça. Mais Ouais. toi, donc tu penses qu'il y a une vraie théorie et que Cosme l'a trouvée? C'est pas une théorie en fait. Alors, je vais pas la dire parce que sinon c'est Non, gâché, mais c'est pas une théorie, c'est une clé de lecture en fait. Oui, mais toi, tu penses que Cosme l'a trouvée? Ouais, c'est une des clés, c'est sûr que c'est ça, oui. Okay. Parce que c'est mathématique, enfin c'est très facile à vérifier. Et Rimbaud, c'est un petit con, hein, quand il écrit ça, il y a 17 ans. Il cache on sait déjà qu'il cache des trucs dans d'autres. Il y a d'autres sonnets où il cache des choses. C'est un mec qui aime bien défier l'autorité. Enfin, on connaît un peu la personnalité du gars, quoi, qui a été assez étudiée en long, à large et en travers. Donc, c'est pas étonnant quand tu connais le truc. C'est pas étonnant, mais c'est plutôt. Enfin, tu te dis, ouais, c'est un petit con assez productif, assez prolifique, mais un petit con quand même. Un petit Guillaume Meurice, quoi. Et sur le processus d'écriture, on a eu pas mal d'invités qui nous racontaient un peu leur rituel. Isabelle Sorrentse, elle écrivait le matin très tôt parce qu'elle est très matinale. Thomas Bidien, il avait besoin plutôt d'écrire le soir, après 21h, une fois que toute la famille est couchée, machin, lui c'est de... Voilà. Est-ce que toi, tu as un processus, t'as eu sur ce Cosme un processus particulier d'écriture ou aucun? Alors, moi, j'aime pas les rituels. Étonnant. Je trouve que ça t'enferme. Si tu te dis, comme tu dis, j'ai non, écrit mais à 21h et tout, qu'il y a un pote qui t'appelle. C'est que ton cerveau tu sais que ton cerveau est plus frais à un moment. Ouais, ça, j'y crois pas trop. En tout cas, pour moi, j'y crois pas trop. Après j'ai jamais constaté ça. Juste après une émission, par exemple, ou un spectacle. Remarque, non, t'écris parfois après ton spectacle, quand tu faisais des chroniques avec Charline le matin. Non, mais peut-être que quand t'es un peu rincé, quoi, non, il n'y a pas de... Non, j'ai pas ça. Du tout, en revanche, là, je suis sur l'écriture d'un nouveau roman et j'écris 5000 signes par jour depuis mi-août. Donc là, l'émission est enregistrée, on est début octobre. Et avec une discipline de nazi. C'est-à-dire que même quand je rentre à 1h du matin, je m'endors pas avant d'avoir écrit 5000 signes. Pour quelle raison tu t'infliges ce truc-là? C'est pas infligé parce que je kiffe faire ça. Oui, c'est comme mais si tu m'obligeais à jouer à Mario Kart. Tu t'obliges à... Oui, même si il y a des moments où t'as pas envie de jouer à Mario Kart, mais tu t'obliges à le faire. Il n'y a aucun moment où t'as pas envie de jouer à Mario Kart. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais là, il y a des moments où t'es fatigué, tu rentres de machin. Mais je le fais toujours avec plaisir. Oui, bon, voilà. Pour quelle raison tu le fais avec plaisir, de manière obligatoire? C'est toi qui as employé avec une discipline de nazi. C'est pour ça qu'on se permet de te demander pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Parce qu'il n'y aurait pas eu le mot nazi. Je vais vous répondre. Parce que je voulais... Ça sature, non? Parce que je voulais essayer ça. Je me suis dit, tiens, essayons et voyons comment ça fait avancer l'histoire. Et je trouve vraiment ça fantastique parce que j'écris donc 5000 signes, ça fait environ 2 pages, quoi, quelque chose comme ça. Alors moi, je compte pas en signes, je compte en mots. Ça me paraît... Je suis incapable de dire 600 mots. Je sais rien, du coup. Dans l'autre sens, je dirais que ça fait ça. Ouais. Parce que les signes, pour les auditeurs ou les auditrices, je pense que c'est pas très... C'est moins... C'est plus confus que... Oui, c'est un truc d'éditeur, c'est vrai. Un roman, ça fait genre 300 000 signes, on va dire, un truc moyen, quoi. Toujours pareil pour les auditeurs. On va dire que c'est un roman. Ils voient à peu près la taille d'un bouquin. Parce que si tu dis 300 000 signes sur un roman moyen, ça fait 5000 signes, tu vois, la proportion, quoi. Moi, mais de combien de pages, le roman? Tu vois à peu près... Un roman de 150 pages. Et ça fait avancer l'histoire. Et le cerveau, c'est un organe qui fonctionne tout seul. Donc, une fois que tu l'as mis sur un truc, moi, j'y pense dans la journée.
sans être le nez sur mon ordi. Je note des idées ou des trucs que j'entends sur mon téléphone et ça me resserre c'est un le peu soir quand j'écris. ce que vous expliquiez sur le premier podcast avec toi. Ah, voilà. Sur la chronique quotidienne, qui est c'est une plus mécanique. facile qu'une chronique hebdomadaire ou tous les 15 jours. Parce que justement, tu as une mécanique qui se met en branle et qui. Parce que c'est un muscle. Enfin, ce sont des muscles qui est sollicité de manière régulière. Ils répondent beaucoup plus régulièrement en fait. Ouais. Et surtout... Non mais le truc des 5 missiles, moi je voyais ça aussi comme un truc une obligation de rendement. Non, oui, de fait, c'en est une, mais ça facilite la chose parce que t'as pas besoin quand tu te remets dans ton truc de te dire alors attends où j'en étais, ah ouais il y avait ça. Enfin, je l'ai en tête depuis mi-août. Ouais. Donc je me dis, j'écris jusqu'à la fin. T'as 5 missiles minimum ou tu... Oui, minimum. Ouais, ça m'est arrivé de faire plus quand je suis dans le train. Ouais. Mais ça fait avancer l'histoire. Et puis après, je me dis, j'aurai une grosse base, je relirai tout, je couperai. Moi, je fonctionne comme ça. J'écris une grosse base et après, je passe dessus. Jusqu'à ce que j'en ai marre. C'est un roman. C'est un roman. Ok. Non, parce que je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qu'il y a longtemps, il y a des années de cela, avec Guillaume Meurice, nous avions régulièrement une conversation, à l'antenne même parfois. Ça arrivait. Où Guillaume nous expliquait qu'il voyait aucun intérêt à la fiction. C'est faux, j'ai jamais dit ça. Non, mais ça, c'est vraiment de la mauvaise foi. Et je m'y connais. J'ai toujours dit, je suis moins sensible. Je vous le diffuse. Je suis moins sensible à la fiction qu'au documentaire ou aux essais. En tout cas, ce dont j'ai l'impression, de manière extérieure, c'est que ta position et tes goûts ont évolué entre... j'espère, oui. Mais pas là-dessus. Non, je suis toujours moins sensible à la fiction. Là, je lis de la fiction, mais un peu pour voir comment les autres ils goupillent leur machin. Ah bah oui, ça me semble... Je me dis, tiens, ouais d'accord, il fait comme ça, c'est nul. Ou alors je fais, ah le bâtard. Ah ouais, Dumas, c'est pas mal finalement. Mais exactement comme quand j'ai commencé le One Man Show, j'allais voir des One Man Show. Enfin, oui, ça me semble logique. Il y a des trucs où je me disais, putain, c'est génial, j'arriverai jamais. Et des trucs où je me disais, ah ouais, lui, il en vit. Mais je pense que ça va aller alors. Il y a toujours les deux, quoi. Mais alors, par exemple, quand tu fais. Ah, pardon. Non, vas-y, Juliette. Non, mais en ce moment, par exemple, qu'est-ce que tu lis comme auteur de fiction ? Moby Dick, parce que c'est une histoire qui a trait au monde de la mer. Donc ça sert aussi pour enrichir le vocabulaire, l'imaginaire, toutes ces choses-là. Enfin, je sais pas comment tu décris le grand large alors que tu es dans un train Paris-Rennes qui roule à 300 km/h au milieu de la forêt. Donc ça me sert à ça, ouais. Okay. Puis je kiffe, en vrai, ça me fait kiffer d'écrire, de lire. C'est que du plaisir, je dirais. Mais d'ailleurs, quand tu fais de la fiction, généralement, elle s'appuie sur des trucs réels. Le Cosmé, du coup, c'est une histoire inspirée de ton pote. Le Roi n'avait Paris, c'est un personnage qui a existé, voilà, je m'écartais quand même en fait, plus du réel. Mais tu t'ancres toujours dans une histoire. Toutes les fictions. Mais plus ou moins réelle. Il n'y a pas de fiction qui soit. Il n'y a pas toujours des fictions où les personnages ont existé. Non, pour le coup, c'est la première en l'occurrence, les deux romans, les personnages ont existé. Dans le troisième, non, il y a zéro personnage qui existe. Oui. C'est des animaux en plus. Non. Enfin, il y en a, mais pas que. Non, je suis parti. Vous voulez comment j'ai goupillé ce roman-là, rapidos. Je suis passionné par les orques. Bon. Orques. Et je voulais écrire un livre d'entretien avec des gens qui côtoient de près ou de loin des orques. Des scientifiques qui étudient le langage, des plongeurs, des photographes sous-marins, etc., etc. Et je me suis rendu compte assez rapidement en discutant avec vous notamment que les gens s'en foutent. On n'a vraiment rien à branler. Alors moi j'étais là, mais si, c'est passionnant, ce qui donnait assez rapidement des discussions de dîner de cons. Ben oui, mais raconte-nous les orques, Guillaume, on t'invite mercredi soir. Et donc le même principe que quand tu veux faire avaler un médicament à un chat, tu le mets dans la pâtée. Je me suis dit, les gens, ce qu'il leur faut, c'est des histoires. On va leur raconter, il était une fois... Jean-Jean à la plage. Il s'est mis à la fiction parce qu'on est des cons. mais qu'il est gentil. Il est gentil, voilà, c'est de la générosité. Quelle bienveillance. Je me plie volontiers à votre inclination naturelle, à la fainéantise et au manque de curiosité. Non, c'est pas vrai. En plus, je trouvais ça plus rigolo à écrire aussi qu'un simple livre d'entretien. Non, mais je kiffe de prendre tes petits personnages, tu fais machin, ils rencontrent machin et tout. Ça, c'est assez marrant à faire.
Donc j'ai écrit une histoire et mon angle était aucun orque ne s'est jamais attaqué à l'humain à l'état sauvage. Aucune orque n'a jamais buté un être humain. Et là, ça commence par un mec qui est retrouvé sur la plage éventré avec des blessures. Et ça, il n'y a aucun doute, c'est une orque qui l'a buté. Ça se passe à Tarifa en Espagne, en ce moment même, où des orques s'amusent à défoncer des gouvernails de bateaux. Donc il y a quand même un peu un ancrage dans le réel. Mais alors ça, pour le coup, c'est arrivé après. Je me suis dit, tiens, je vais le faire là, puisque c'est là où ça se passe. Voilà. Ok. Et pour le moment, les scientifiques, de ce que je sais, ne savent toujours pas précisément. C'est un jeu, a priori. Voilà. Un jeu. Mais non, parce que tout de suite, ça a fait naître des légendes le urbaines. Il y avait une vieille orque qui avait déjà subi des choses affreuses et qui était en vendetta. Et tout ça, c'est... Ça, pour le coup, c'est le genre de fiction que les êtres humains fabriquent et qui sont haïssables, je trouve. Oui, je suis d'accord. Parce que dangereuse, parce que en fait c'est plus une forme de propagande, pas fasciste, mais reste une propagande qui va dans le sens d'un récit qui est toujours le même en ce qui concerne les animaux. Oui. Et ça fait du clic si tu mets sur ton article vieille les orques jouent avec des bateaux dans le détroit de Gibraltar, on s'en fout. Alors que si tu mets l'orque Gladys, je crois ils les ont appelés, se venge. En plus c'est le nom d'une de mes grand-mères, c'est c'est non quoi. Non, c'est non. Voilà. Et la fiction sous forme de roman, ok, mais est-ce que tu as envie de faire de la fiction sous forme de série, film Je suis en train d'écrire aussi je scénarise une BD. Ah, donc une BD aussi, ok. Et ça, c'est assez fun à faire. Je fais ça avec Sandrine Deloffre, qui est une illustratrice que j'adore, qui me fait vraiment marrer. Et on a écrit une BD qui s'appelle La révolte sans précédent, qui est l'histoire d'une révolte sans précédent. Là, c'est des animaux qui font de l'écoterrorisme, qui se réunissent dans une clairière en mode FLNC. Il y a une thématique. Là, en ce moment, je suis sur une thématique animale. Et on rit, mais on rit vraiment beaucoup. Et on se dit que si les gens, ils aiment pas, vraiment, on en a rien à foutre. Globalement, c'est un peu ton leitmotiv général dès que tu fais un truc. On a plein de personnages. Et alors, comment ça se passe concrètement, ça, l'écriture? Moi, je ne sais absolument pas l'écriture moi, c'est la première fois, BD. Tu écris ce que tu veux voir ou tu en fait, tu écris juste un peu comme un scénar. Et moi, je suis nul. J'arrive pas, en tout cas pour l'instant, à penser en images, à découper des cases. Alors que Sandrine, évidemment, c'est son taf. Donc elle me dit, ça, on peut le mettre en 2 cases. Ça, on peut le faire déborder sur la case d'après. Donc en fait, j'écris comme un scénar. Ok, machin, le renard arrive. Et après, c'est vraiment comme pour un scénario. Après, on fait un découpage. Ouais, et après, on se fait une visio, parce qu'elle habite à côté de Lyon. On se fait une visio et elle me dit, ok, cool, ça, je peux le mettre, comme je te disais, en 1 case, en 2 cases. Et pour l'instant, là, c'est un truc pour Dargo, Matin Journal, qui va être sur Instagram. Et comme on a plein d'idées, on a dit, mais nous, on voudrait en faire une BD, un livre qui sort à la Fnac, quoi. Et ils ont dit, ok. Trop bien. Ouais. Juliette? Et ça, vas-y. Pardon. Vas-y. Ça, le fait que Sandrine, donc elle pense en images, chose que toi, tu n'as pas. Disons, elle pense en découpage, quoi. En découpage, c'est le principe. C'est la mise en scène, quoi. C'est souvent le principe des gens qui pensent en images, c'est-à-dire qu'ils pensent. Je crois que François, François, t'es là? Il pense. Moi, alors, j'écoute. François fait aimablement sa sieste. Non, j'écoute, c'est hyper intéressant. Mais comme c'est des livres avec des mots et que moi, je lis pas. Bon. Non, mais tu penses en termes des images, là, de cadre. Ah, ok. Tu penses en termes de cadre et puis après de plan et de point de vue. Et après, là, on peut mettre le renard au premier plan. Voilà, exactement. Et puis, tu poses tout le temps la question de qui regarde. Mais en littérature, c'est aussi. Est-ce que j'ai fait ça? Oui. C'est aussi Elle a fait le geste cliché du réalisateur. C'était ça. Avec les 2 doigts, je mets la caméra ici. Toutes les fois que j'ai été sur un tournage, à tous les endroits où je pouvais être. Et toujours un moment où tu fais non mais la caméra on la met où? Elle regarde qui? Dans ton cul, on la met. Non mais ça pour le coup c'est hyper utile parce que tu expliques à quelqu'un on fait ce plan là en faisant le V pour montrer, on fait ce plan là contre champ et tu fais ça le plan large et tout le monde a compris. Je fais le alors bravo Ramzi de mettre une ambiance. C'est juste pour moquer de Juliette. Je fais la police du cinéma, j'explique. Voilà, merci. Et donc Sandrine, tu nous disais, elle pense en termes d'image. Comment, question au pif, comment tu imagines que c'est fait son cerveau et donc sa créativité? Non mais dû à quoi? Est-ce qu'elle t'en a déjà parlé? Est-ce qu'elle l'a déjà évoqué? Comment est-ce que quelqu'un se retrouve à penser en termes d'image? Quand on a eu Thomas Biguin, par exemple, on a appris qu'il a passé
10 ans de son enfance à aller au cinéma 3 fois par semaine Ouais, y a pas d'autre solution. parce qu'il avait une femme qui était ouvreuse au cinéma autour de lui. Dans le cas de Sandrine, tu penses qu'il y a ça aussi? Bah, faudrait lui demander, mais je pense que oui. Il faut lire, regarder ce que font les autres, et puis il faut y avoir habituer accès, ton donc. cerveau. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit, moi je pense pas du tout comme ça, j'ai dit pour l'instant, parce qu'il suffirait. Oui, ça peut. C'est pas quelque chose d'inné, je veux dire. Forcément quelque chose d'acquis. Non, d'acquis bien sûr, mais il y a après beaucoup de travail. Enfin, Ouais. je veux dire, Beaucoup de temps avoir passé, envie quoi. d'y passer du temps. Ouais, c'est sûr. Voilà, et la photo c'est bien la même chose aussi. C'est Ouais, une affaire ouais. de cadre, c'est de Bien sûr. penser en termes Et de cadre. C'est un langage, quoi. C'est un autre langage. Ouais. Et toi, c'est la première fois que je Juliette, faisais ça, je trouvais ça super. Toi, Juliette, quand tu as réalisé le film, Arrête de pleurer Pénélope, c'est toi qui l'as réalisé, Ouais. avec co-réalisé, voilà. Justement, quelle était ta part? Est-ce que toi, ta part, c'était sur le penser en image ou c'était Non, mais c'était bien ça. principalement le drame. les dialogues ou, Non, moi c'était ça le le drame, jeu. c'est que en fait, moi j'avais jamais pensé que ce truc que dans ma tête et en termes de dialogue. Et je continue, les dialogues continuent à me faire hurler de rire. Tout le reste, c'est pas du cinéma. Dans Et le film? Il n'y a pas un parti tu veux dire pris, tu veux dire. Il Ouais. n'y a pas, Oui, il n'y a pas de une parti idée. pris, il y a ouais. pas de. Moi, je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais je fais des choses qui sont. On peut pas ne pas me reconnaître que je fais des choses typées. Oui. Voilà. Oui. On reconnaît ta patte quand tu fais Oui, quelque chose. Oui. voilà. Je me suis fabriquée, bon, à 50 ans c'est un peu normal, mais ça y est, je commence à savoir à peu près nanana. Quand je me suis retrouvée à faire du cinéma, c'est un endroit que j'aime beaucoup, le cinéma, mais comme spectatrice, en revanche, c'est le moment, le matin même du premier jour, j'ai réalisé que... Pour le coup, tu as réalisé. Voilà, j'ai réalisé une seule chose, enfermée aux toilettes quand 80 personnes sonnaient à ma porte en me disant « Hey, ça, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai réalisé que je ne pense pas en images, ça n'est pas mon langage. Moi, mon langage, c'est les mots et les mots. Parce que ça t'intéresse moins. Et les animaux aussi. Mais les mots. Et le co-réalisateur, la co-réalisatrice, elle était un peu plus, mais pas suffisamment, pour que ça fasse un bel objet et pour que ça compense ma nullité. Et aujourd'hui, est-ce que maintenant, est-ce que je referais ça? Ouais. Est-ce que tu referais un film ça te brancherait de refaire un film en pensant en image justement? Mais je pense pas que j'en suis. Je pense toujours pas que j'en suis capable. Par contre, j'adorerais co-réaliser un film avec quelqu'un qui lui pense plus. aurait cette cette personne aurait la passion de ça et on serait capable de bien en amont avant le tournage, au moment de l'écriture, grâce au dessin et tout ça, qu'on arrive à faire que les deux mondes ça, c'est difficile. s'intègrent. Et sur Pénélope, pourtant, c'était écrit depuis longtemps. Donc il n'y a pas eu un passage justement à se dire comment on transforme ça en... Et ça fait, en fait, c'est comme passer le cinéma. Moi, ça m'a fait l'impression de passer de la 2D à la 3D sans avoir de formation. Ouais. Il y a trop de choses en même temps à penser. Il y a toute la technique qui est déjà un bordel noir, les différents corps techniques. Tout le monde tire pour lui. Le mec de la lumière, il va tirer pour lui, c'est normal. Le type du son, il va tirer pour lui. Dès qu'il y a une vache qui pète, il jette son casque par terre. Il se dit non, mais non. C'est ridicule. Tu vois, moi, ça m'apparaissait par exemple ridicule. Qui mange des M&M's. Non. Et la scène où il jette son casque. Il faut parler à tous les acteurs. Là, tu te rends compte que nous, on venait du théâtre. Qui sont des cons, rappelons-le. Hein. Exactement. Nous, on était ultra disciplinés parce qu'on venait du théâtre et surtout de notre théâtre à nous. Donc, il avait fallu être très modeste et discipliné. Là, on voyait arriver des acteurs qui savaient pas une broque de texte et qui, objectivement, n'en avaient rien à foutre. Pas tous, mais certains. Après, même ceux qui ont bien travaillé, qui sont bien sages, bien mignons, tout à coup, ils sont perclus d'angoisse le jour même, va passer 3/4 d'heure à faire la babysitter, alors qu'en même temps, tu as le chef-off qui te dit moi, je travaille plus avec ce connard. Ouais. Tu deviens... ça, c'est ce qu'on disait sur tous les projets, c'est de la gestion humaine, 90% et 10% humaine, de... technique, tu as tout en même temps à faire, et moi, mon cerveau, et là, je sais pas faire ça. Là, tu parles du grand dimanche soir, c'est ça? Le dimanche? Mais c'est pareil dans tous les projets. C'est la même C'est clair. chose. Un projet en 3D. Mais en fait, c'est que c'était trop lourd. Il y avait trop de monde par rapport au théâtre. Puis par rapport à moi, mes capacités, oui. voilà. Mais par rapport à ton expérience... Il aurait fallu que je sois un peu plus humble. Vas-y, François. Il y a un truc... Au revoir, François. Il y a un truc, quand tu parles, je pense à quelque chose te concernant. Je pense que peut-être que la difficulté de la gestion humaine, tout ça,
a été accentué par le fait que c'est d'abord le fait que tu n'as pas su peut-être le voir en image, parce que tu l'avais écrit pour le théâtre, et que l'écriture... Non, je ne l'ai pas écrit pour le théâtre. Bah, ton histoire. Bah, pas du tout. Ton histoire, Ok. ton truc, On là. avait 2 pièces de théâtre, Ouais. les gens nous tannaient pour qu'on fasse un film, Ouais. pour des très mauvaises raisons, pour faire de l'argent. Nous, on s'est dit, c'est rigolo le cinéma, ça nous changera du théâtre. Et on a dit, par contre, on n'adapte pas nos pièces. Oui, c'est Ah, une autre, pardon, c'est une j'ai autre, cru que c'était une écrire adaptation. un scénario. Et Ah on oui, a moi écrit aussi, je pensais que c'était une C'était adaptation. encore une autre histoire. D'accord. En tout, avec ces 3 personnages féminins, Hmm. on a écrit une histoire où elles ont pris 10 ans. dans D'accord, le pardon, deuxième. pardon. Enfin, on a pris des filles de 30 ans. Ouais, mais il y la avait, série, oui, on mais avait il y avait quand 40. même un truc facilité Il y avait un- de. il y avait un lien avec les personnages pièces. existaient déjà- les personnages existaient Les déjà. 3 et- principaux, Et oui. vous les connaissiez Sauf très qu'on bien. les mettait dans un environnement Oui, oui, qui totalement, n'était ouais. absolument Ouais. pas le même. On était à la Ouais. campagne au lieu d'être à la ville. On Oui. faisait surgir des personnages. Vous aviez déjà fait les 2 pièces. Oui, Ouais. Donc, Non, mais ce que je vous veux les dire, connaissiez c'est- quand même déjà très bien oui, vos mais personnages. ça, oui, mais ce qu'on faisait nous, ce qu'on Mm. fait nous dans le film, c'est pas mal, c'est très cohérent avec. Tous les autres, ils sont mieux. Mais non, ils sont très bien. Mais par contre, nous, c'était pas notre métier de les faire. Oui, c'est je- un métier, c'est compliqué. Et quand Mm. tu apprends ça, ça fait comme un dépucelage à la tronçonneuse, quoi. Ouais, mais et du coup, ça tente pas du tout là en ayant connaissance de tout ça, en ayant du recul là-dessus, de retenter une réalisation, un truc, Ben, tu vois, de retransformer, pas La- forcément, moi, la même culpabilité- pourquoi pas d'ailleurs Pénélope, tu vois, la culpabilité le que j'ai refaire, ressentie, non, j'ai eu l'impression de voler enfin, je sais pas. Alors, Dieu sait que ce film, il n'a pas coûté cher ni rien, mais moi, j'ai eu la sensation de prendre la place de gens qui la méritaient plus que moi. Enfin, je me suis Ça, raconté. faut arrêter ça. Oui, d'accord, Ouais. mais moi, je me suis quand même raconté beaucoup de merde dans les années qui ont suivi. Et puis, les gens, ils y sont allés aussi à. Ah, ils aiment bien, oui. Mais ça, on s'en fout, ça. On s'est bien fait dégeler, quoi. Oui, mais tu sais, quand t'as une estime de toi qui est pas hyper Bah, bien installée, là, solide. vraiment, la dernière chose à faire, c'est de compter sur les gens. Pour rebâtir ton estime de Non, toi. mais Parce qu'ils n'ont pas le est-ce Mais à que- l'époque, je savais pas. Ouais. Oui, c'est ça. fallait pas. Aujourd'hui, t'es quand même plus solide là-dessus. Je sais pas. J'en sais rien. Dit-elle en pleurant. Ah, non, mais oui, parce que je suis pas solide. Je suis plus solide parce que je m'expose le moins possible. Mais après, Voilà. moi, je trouve Ah, quand même... François. Oui, parce que j'avais pas fini ce que je voulais dire. Oui. Je trouve que Juliette, C'est alors je bon. sais pas, parce que j'ai à la fois pas vu ta pièce, j'ai pas à la fois vu ton film, mais je vois comment tu écris aussi pour la radio. Et je pense que... Mal. Non, justement. Et tu as une écriture, mais et le théâtre se rapproche de la radio dans ce sens où en fait l'action passe beaucoup par les dialogues. Et je pense que vous avez écrit, je veux dire, énormément de dialogues dans votre pièce, et que le passage au cinéma, c'est plus du tout la même écriture. Mais On a bien sûr. l'impression que c'est la même chose parce que c'est un scénario, il y a des dialogues, mais en fait Mais ça n'a pas plus du rien tout, à voir. pas du tout, t'as C'est comme la raison. série télé. En fait, l'action passe par le dialogue et en ce sens, le théâtre et la dramatique radio et la série télé sont très proches. Voilà. Alors que le cinéma, c'est complètement autre chose. Bah, C'est pour ça que certains acteurs sont très bons au théâtre et mauvais Et au inversement. cinéma. Et Et inversement. ouais. Ouais. Bah, après, il y a Ça aussi- dépend beaucoup des metteurs en scène aussi. Non, mais je pense pas. Ça Oui, dépend oui, des si, metteurs mais en par scène, ça exemple, dépend de comment tu Chiara imprimes Vitti. ou pas il y a des gens qui Entendu, impriment ou donc, pas l'image. Francis Ouais, Huster. Il ouais. y a des acteurs de théâtre, par Fabrice exemple, qui sont Lucchini. invraisemblablement bons, et puis tout à coup, ils passent au cinéma et C'est moyen. ils sont pas mauvais, Ouais. mais par contre, ils impriment pas, ou ils ont pas les rôles assez... ils ont pas de rôle assez grand pour la grandeur de leur art. Gérard Depardieu. Non, vraiment pas. Lui, c'est l'inverse. Non, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, parce qu'on a l'impression de faire croire que c'est hyper compliqué. Quand même, la clé, c'est de faire des trucs que tu aurais envie de voir, ou de lire, ou d'entendre. Ah C'est oui, comme ça, en fait, ouais. que tu peux... Je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux te Oui, rendre mais compte de sauf ce que tu qu'à fais. un moment, et dans satisfaisant. le tournage d'un film, comme c'est beaucoup de prépa, après, tu as beaucoup de gens. Ouais, pendant le tournage, tu peux pas. perds de Mais au vue- montage, surtout. En fait, tu perds de vue à plein d'endroits les raisons pour lesquelles tu es en train de faire ça. Et tu sais plus. Moi, le soir, quand je rentrais et que je pleurais dans mon oreiller, en me disant, je suis une merde, et ben, j'aurais donné n'importe quoi pour attraper une crise de calcul néphrétique et être emmenée pour au moins 4 mois loin de l'endroit où Non, mais j'étais. je vois totalement, Juliette. En revanche, je sais que tu te sous-estimes totalement là-dessus. Non, tu te sous-estimes vachement. Parce qu'en réalité, tu as vraiment une capacité. Et on le voit chaque dimanche quand on fait l'émission, où tu as un truc un peu 180 degrés, je sais pas comment on dit, mais où tu vois un peu tout ce qui se passe et tu arrives à jongler entre
le jeu de tel truc, ensuite l'enchaînement. Oui, faut que, mais c'est pas ma fasse ça, le responsabilité. C'est Charline qui est en responsabilité et c'est François qui se cogne toute la responsabilité Oui, de faire mais- vivre les uns avec les autres. Oui, Donc moi, mais- j'ai pas mais- peur et donc je peux Oui, effectivement mais ne pas être. T'as l'impression que t'es un peu monotâche, mais en réalité, t'es quand même multitâche quand tu fais. Quand j'ai la sensation que ça ne repose pas sur mes quand t'as la épaules. possibilité. Voilà. Mais c'est pour ça, je suis persuadé que tu pourras réaliser une bête de film parce que si t'es bien entouré. Oui, voilà, c'est avec qui tu travailles aussi. Voilà, Qui quelqu'un. d'une personne Oui, qui si enlève. les gens font mon travail, Non, eh ben, moi j'arriverai, je ferai, bah, c'est bien. les gars. Non, Je Non, pense qu'il y en a si. pas mal qui font ça. qui enlève la Ouais. charge, bon la charge ouais. mentale de. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça réellement pas être un pas réalisateur, nécessairement, pas ou nécessairement. une réalisatrice? Je crois qu'il y a beaucoup de Et peut-être réalisateurs que tu peux le faire différents. par étapes aussi. D'abord te concentrer sur les images, parce qu'en plus, toi, tu as vraiment le regard sur un œil, enfin, tu vois, tu as un truc esthétique où tu as une obsession là-dessus. Donc, tu peux te concentrer d'abord sur les images, ensuite développer les autres trucs avec d'autres réalisations. Ouais, enfin, moi, bon. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de réalisateurs démarrent en faisant d'abord les séries TF1, tout ça, pour se faire la main sur certains trucs avant de se lancer sur leur projet à eux. Eh ben, ça, c'est un truc, tu vois, par rapport à ce que disait. Parce qu'en fait, tu apprends la mécanique en faisant les séries TF1, tout ça. T'apprends une mécanique. Oui, mais Moi, je me souviens de quand j'étais jeune, quand j'avais 18-20 ans, je t'en avais parlé, il y avait eu une école de cinéma qui arrivait de là-haut des pays du Nord et qui s'appelait le Dogme. Ah oui. Vous vous souvenez pas? Non, ça me dit rien. Bon, Si, en gros, avec, c'est une bande de mecs dont Winterberg et l'autre cinglé, là, Lars von Trier, Lars von qui ont Trier, dit bon, allez, plein le cul du cinéma, papa. Vraiment, comme ça. Donc, dorénavant, ils avaient fait un dogme en 10 points et de comment eux, ils allaient faire des films. Donc, en tout prise de son réel, personne Pas de n'est. post-prod, Pas de quasiment. post-prod, personne n'est pro. Ouais, ok. On raconte que nos histoires et rien en dessous de tel budget. Et vraiment, le budget, c'était rien. Donc, en gros, à l'époque, s'il y avait eu des iPhones, tout le monde aurait filmé à l'iPhone. Et ils nous ont prouvé, puisque Winterberg et Lars von Trier sont devenus des killers, que c'était possible de faire du cinéma autrement. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je devine pourquoi. Mais le cinéma semble avoir oublié qu'ils l'ont fait, qu'ils ont prouvé. Et on est revenu à nouveau. Et puis après, il y a le iPhone qui est arrivé. Et là, il y a eu des vrais grands réalisateurs comme Soderbergh qui a réalisé un film complet à l'iPhone que j'ai vu au cinéma, qui est invraisemblablement bon. Et donc, ça devrait donner... Ça serait bien que les gens le sachent parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du cinoche. Il y a besoin de beaucoup de voir en image. Il y a besoin d'aimer ça. Mais Et de se sentir autorisé à le faire. Et de se sentir autorisé à le faire. Contrairement à ce que dit Orelsan, qui dit pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc Celui qui qui filme. s'habille en Dior. Oui, lui. Ouais. Donc il dit quoi, lui? Pour faire un film, il faut avoir besoin d'un truc qui filme. Ouais. Oui, mais non. Et qui s'appelle Orio, la sociologie. Mon Dieu, si oui, tu c'est nous une écoutes. pensée hyper simpliste. Ouais. Et toi, François, quand tu as réalisé ton premier court-métrage, c'était quand ton premier court-métrage d'ailleurs? C'était en 2011. En 2011. 2011. Donc comment Ouais. tu t'es lancé, toi, là-dedans? Alors je suis né en 1979. Non, c'est pas vrai. En fait, comment je me suis lancé? Je vais pas refaire tout le parcours, mais à un moment, je me suis aussi autorisé. Dans la réalisation, je parle. Dans la réalisation, comment je me suis lancé dans la réalisation? C'était vraiment la question, très précisément avec ces mots-là. en Comme une boule de boule. Mais non, mais parce que c'est comme C'est vrai une qu'il y avait boule pas de piège, il y avait pas non, de- de billard, Comme pas de Corinne bowling. Charby. Non, de billard. Eh ben, Corinne Charby, non, mais Eddie Charby, mon producteur, oui. Mais non. Mais si, Il s'appelle Eddie Charby. il s'appelle Eddie Charby. Ça répond toujours pas à la question. Eh ben C'est si, vrai, parce c'est pour que ça c'est lui qui m'a un peu autorisé, Ah oui. qui m'a fait découvrir l'écriture. J'ai écrit et puis j'ai voulu réaliser. Et en fait, je suis d'abord devenu comédien pour pouvoir réaliser. Enfin, tout a été un truc parce qu'il a fallu que je me sente légitime parce que j'avais fait des choses, j'avais essayé des choses. Je ne savais pas diriger un acteur. Je n'arrivais pas à mettre en image ce que j'avais dans la tête. Et pour le coup, j'avais des images dans la tête. Je savais à peu près ce que je voulais. Mais le résultat était pourrave. Et notamment dans la direction d'acteur. Et comment savoir parler à un acteur. Et puis après, je suis devenu acteur parce que je pense que j'avais aussi envie d'être acteur. Bref. Attends, c'est pas deux choses totalement différentes, là, l'aspect diriger l'acteur et l'aspect vraiment parler d'image que tu as dans la tête et que tu veux retranscrire. Non, parce que l'image, pour moi, c'est pas juste un cadre avec une image à l'intérieur.
Pour moi, le cinéma, il faut... c'est l'enchaînement de ces cadres-là. Même avant l'enchaînement du montage des cadres qui racontent une histoire, chaque plan, pour moi, il faut qu'il soit plein de plein de choses et pas juste une esthétique. Ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est, en tout cas, c'est le comédien, même si je vais pas filmer le comédien, mais en tout cas, et ça doit transparaître dans l'image, c'est l'émotion, c'est l'histoire que véhicule le comédien qui, en tout cas, m'intéresse. Au-delà de l'histoire, ça, j'écris le scénario, je sais quelle histoire je veux faire, tout ça, mais dans comment je crée la vie, et en tout cas, comment je crée la justesse et la vérité du truc, c'est il faut que le comédien trouve quelque chose, je sais pas quoi. Et donc, comment tu as compensé ce manque de communication, je suis devenu comédien, j'ai joué à la comédie. J'ai appris ce que c'était, j'ai adoré. Ouais. Et mon premier film, dedans, à part Sophia Aram, que j'adore. Oui, mon premier film, il y a Sophia Aram, mon premier rôle. Eh bien, tous les autres étaient de mon cours de théâtre. Tous les autres comédiens. Mon premier rôle, sauf le petit garçon qui est Enzo Tomasini, qui a joué après dans Babysitting, tout ça, qui est un super comédien. Et en fait, parce que je les ai pris, parce que je connaissais par cœur et je savais quoi leur dire pour obtenir ce que je voulais, et dans un truc de bienveillance, pas de manipulation et tout. Si. Non. Si. Non, mais moi, je juge toujours un non, mais quand on dit, quand le réalisateur dit je veux obtenir quelque chose de l'autre, t'as toujours une connotation de manipulation. Oui, tu vois, tu veux obtenir, donc tu prends quelque chose. Non, je savais comment leur parler, donc voilà comment j'en suis venu à faire ce film-là. Moi, je suis à fond. Moi, je pense à fond. Au contraire, que c'est un exercice qui, souvent, en plus, il n'y a pas le temps, il n'y a jamais le temps pour rien sur un plateau de cinéma. Donc, très rapidement, ça devient de la manipulation. Faut te faciliter la tâche. À des moments, tu es obligé, mais tu peux manipuler sans. Gentiment. Non, mais sans faire du mal particulièrement. Mais ça fait du mal de toute façon à partir du moment où. Moi, c'est pour ça que le dogme, ça m'avait super intéressé. Comment ça ? Pourquoi manipuler nécessairement ? Je comprends pas. Parce que c'est un endroit de domination. Le plateau de cinéma. Tu choisis des comédiens ou des comédiennes pour un truc qu'ils sont capables de faire. Donc tu leur demandes de faire. Pourquoi manipuler pour leur faire faire ? Parce qu'il y aura. Alors, la manipulation, elle arrive très très vite parce que tout coûte cher chaque minute de cinéma coûte cher puisque tu as, je sais pas, 20-30 personnes sur un le comédien en est conscient aussi. Mais le comédien, il est le premier à en être conscient, à part quand c'est devenu une star et qu'il a le droit d'arriver avec 2 ans de retard et tout ça. Mais sinon, le comédien de base, celui que... Mais pas seulement, pas seulement. Non, je plaisante, c'était gratuit. En plus, j'en sais rien, moi. Non, j'en sais rien. Bref, en tout cas, la majorité des acteurs qui vivent chichement de leur art, ils le savent bien. Donc, ils sont terrorisés parce que ils arrivent les derniers sur la scène, donc on met en place les rails, on met en place la lumière, le décor, et à la fin on leur dit bon bah alors toi regarde bien entre là et ne bouge pas comme ça parce que sinon et délivre l'émotion que je veux et tout ça. Et là il n'y a plus de temps en fait parce que les gens du film sont en train de penser à la séquence qu'ils vont installer après. Donc en gros tout le monde commence à te regarder de la sorte. Là il y a du jugement. Elle va y aller Catherine Deneuve, non ? Si, elle va y aller. Tu vois, donc ça te fait monter. Et oui, c'est de la manipulation à un moment parce qu'il faut leur obtenir... métier, en fait. C'est le métier de qui ? De se mettre là, sur le scotch, de pas tourner la tête de ce côté-là. Sauf qu'il y a une toute petite part, qui n'est pas, que tu peux appeler métier si tu veux, mais qui est une petite part un peu particulière avec ce métier, c'est qu'on te demande de sortir des émotions. Voilà, des choses qui sont ultra intimes. Tu vois à peu près de quoi on parle. Les émotions, j'ai jamais vu ça, mais j'ai entendu parler. Rappelle-toi quand tu étais sur scène, Ramzi. Tu étais dans une situation de fragilité. Parce que la plus grande angoisse des êtres humains, c'est d'être jugé négativement par d'autres êtres humains. Exactement. Alors, pour le coup, sur scène, non. Mais parce qu'il y avait 12 personnes dans la salle, que des amis, donc non. C'est les pires, parfois. Ouais. Non, et on les a retrouvés. J'ai eu un bon retour. Donc oui, il y a de la manipulation. Et c'était aussi pour ça que le dogme, c'était passionnant. C'est que c'était un autre rapport. C'est-à-dire, si tu passes au Karcher l'idée même d'un plateau de tournage de cinéma, si tu réduis tout au minimum, si tout devient léger, si tout le monde participe, les acteurs aussi, à la technique, ils sont capables de changer de poste et que tout fait passage, alors tu pètes vraiment l'idée même du cinéma, enfin l'idée économique et le modèle viriliste, hiérarchique et fasciste
Ok, un Beaucoup plateau de de mots. cinéma. Ouais, bah pardon, je vais faire ma Adèle Edel, mais quand j'avais lu sa lettre dans Télérama, mot pour mot, ce qu'elle écrit, à mes yeux, ça n'est pas exagéré. Voilà. Non seulement c'est réfléchi, mais en plus c'est vérifiable. Alors, je pense que tu as raison. Et je pense que c'est une solution de facilité. Donc, en fait, c'est beaucoup comme ça. Mais je pense que tu peux vraiment faire autrement. Et en fait, je pense que savoir diriger, ça s'apprend. Ne serait-ce qu'en jouant, en vivant ce que vit le comédien. Et qu'on peut faire autrement. Enfin, en tout cas... Moi, j'ai pas dit qu'on peut pas faire autrement, mais c'est moi ce que j'ai vu. C'est une espèce de fainéantise, en fait. C'est pas ça c'est pas ce système-là qui a installé le cinéma, que tu fasses de la télé, la moindre merdouille à la télé ou un plateau à 50 bars. En gros, pardon, mais c'est exactement la même organisation qui fait vraiment penser un truc entre le Moyen-Âge et le néolibéralisme. C'est nul. Franchement, c'est nul. Rien n'est jamais remis en question. C'est sans doute le milieu le moins déconstruit de la Terre, de toutes les manières possibles. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais on peut essayer de faire autrement. Mais ça n'empêche pas de faire des très beaux films. Et alors toi, Guillaume, si tu faisais un film, tu ferais quel film ? Ben, moi, je trouve qu'on se fait un peu piéger peut-être par le mot diriger, parce que c'est pas tellement... Déjà, c'est pas terrible. Ouais. C'est pas terrible, mais j'avoue, j'aime bien, moi, du coup, diriger, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Non, mais j'aime bien la pédagogie, par exemple. Et je pense que dans pas très longtemps, je ferai un petit atelier théâtre et tout. C'est ça, j'aime bien. Parce que j'aime bien... Pardon ? Tu vas monter un atelier de théâtre ? Ouais, je pense, mais je sais pas, dans 4-5 ans, tu vois. Ce que j'aime bien. J'aimerais tellement... On aura le droit de venir prendre des cours ? Ah, mais de ouf. Parce que je l'ai fait au cours Florent, j'étais assistant en improv, donc j'ai fait ça pendant un an. Mais qui va donner les cours ? Moi ? Ah. Mais moi, tu je trouve viendras. ça trop bien. Tu moi, viendras. je trouve ça trop bien. Et en vrai, j'aime bien. Moi, je Non, mais je postule. plaisante. C'est parce qu'on se moque de Guillaume, de son jeu en permanence. C'était juste à la blague. Mais il y a ça n'a rien à voir, tu peux être vraiment un très mauvais acteur et un très bon prof. Et on embrasse Fabrice Lucchini. Francis Huster, pour le coup, c'est un bon exemple. Parce que c'est un endroit où tu mets en confiance les autres plutôt, puisque comme on disait, tu es dans une situation de fragilité quand tu es sur scène, l'idée c'est de les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent délivrer le meilleur truc. Et c'est pour ça que les profs de théâtre, il y a toujours un espèce de truc un peu gouroutisant. Ah oui. Et les très bons profs, là on va rejoindre la manipulation. Ils te font sortir des trucs de toi-même que tu pensais pas capable. Tu sais donc même tu pas fais, que tu les avais. Putain, je savais pas, C'est comme personne s'ils m'a avaient mis en des super confiance de pouvoirs. ouf. Et donc, j'ai envie de te sucer. Non, mais là, alors je vais trop ça- vite. Mais, Non, mais voilà par ce que je veux contre, dire, j'ai quoi. pas tellement envie de te sucer, mais peut-être je vais le faire. Parce que de toute façon, j'ai la bouche ouverte d'admiration. Ouais, tant qu'à il y faire. a de ça. Donc, évidemment, il y a une distance à mettre, etc. Mais j'aime bien cette idée-là. J'ai vu la transformation, j'ai vu ma transformation à moi avec un très bon prof de théâtre. J'ai vu la transformation des autres avec un très bon prof de théâtre qui avait dit, mais peut-être que je lui avais raconté dans le premier épisode, il avait dit au début de l'année, moi je sais pas, je suis pas là pour vous apprendre à jouer, je sais même pas comment on fait. Par contre, je peux faire de vous des acteurs et des actrices intéressants. Et ça, je trouvais Et ça passe par quoi ? développer ta singularité, puisque que ça qui est intéressant chez un artiste. En gros, quand tu vas voir Cyrano de Bergerac, a priori, tu connais la fin, tu vas pas tomber sur Ça le finit cul, mal. tu connais la tirade d'aîné, etc. Et ce que tu vas voir, c'est comment la personne que tu vas voir sur scène interprète la chose. Par le biais du metteur en scène, etc. aussi. Et est-ce mais qu'elle tu se vas voir verbalise à un une moment singularité. Est-ce qu'elle se verbalise à un moment ta singularité ? Parce qu'à un moment, il te dit, toi, tu prends conscience, ma singularité, c'est telle chose. Non, Non. ça passe toujours par le questionnement. Et il faisait un truc que je trouve pédagogiquement assez balèze. À chaque fois qu'on passait une scène, avant même de dire c'est bien, c'est mal, rentre à jardin ou à court, il disait pourquoi tu as choisi cette scène. Et honnêtement, moi, j'y connaissais rien, je venais de débarquer. Des fois, on avait un module, c'était les tragédies dans Shakespeare. Vraiment, je savais pas. Et ça m'obligeait à me questionner sur pourquoi finalement parce que je les avais lus et j'avais quand même choisi une scène. Et dans ma tête, je me disais, je l'ai pris au pif. Et or, non, c'est pas vrai. J'avais quand même fait un choix et il était obligé de te questionner. Et une fois qu'il avait la réponse, il pouvait te diriger. Ah, qu'est-ce que tu veux montrer ? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette scène ? Ah bah si c'est ça, on va bosser pour que ça ressorte. Pour l'instant, on voit pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ça me paraît Mais pédagogiquement hyper intéressant. Mais c'est parce que Et ça développe la parce que- singularité de la ça paraît personne intéressant, mais plutôt c'est que là de que calquer Mais sa j'ai du mal singularité avec sur le quelqu'un. truc. Et c'est là que c'est pas de la manipulation. Alors, Ouais. c'est là que c'est pas de la manipulation. C'est-à-dire, à partir du moment où tu impliques les gens intellectuellement dans la découverte d'eux-mêmes, C'est ça en fait. il y a C'est ce que risque ça. de la manipulation, de la secte
et de tout ce qui va avec, tous les abus possibles et imaginables, tu vois à peu près à quoi je fais référence, en fait, il s'arrête. À partir du moment où tu es en responsabilité. Et un vrai bon prof, dans n'importe quelle matière, mais alors dans le théâtre, c'est évident, il te fout les rênes dans les mains. C'est pas lui qui t'a mis un mort comme ça et qui te fait faire des cabrioles, c'est toi. Mais même je sais pas, moi j'ai du mal parce que j'ai l'impression que en réalité ça ressemble quand même beaucoup à une vraie manipulation, dans le sens où on te fait croire que ça vient de toi. Mais ça vient de toi ? Personne t'a obligé à t'inscrire à un cours de théâtre, personne t'a obligé à prendre telle ou telle scène. Il t'a obligé à choisir une scène. En fait, ils te disent, parce que la thématique de l'année, c'était un par trimestre, je crois, c'était ils te demandent de choisir une scène. Les tragédies de Shakespeare. Tu choisis la scène. Non, ils te demandent de choisir une scène. Oui, il faut passer 3 minutes, tu ne vas pas faire toute la pièce. Mais c'est toi qui choisis la scène, c'est là que ça devient intéressant. Mais peut-être. Mais en quoi c'est de la manipulation, ça, par exemple ? Là, pour le coup. Non, mais en fait, je trouve que le processus global d'essayer de faire ressortir quelque chose qui est enfoui en toi ressemble à un processus global de manipulation. C'est pas un truc un peu comme les. Tu vois, t'as dit enfoui en toi, et c'est pas une question de. Non. Il va pas aller chercher, par exemple, tes vieux traumas. C'est pas un vieil livre de teaser. Là, par exemple, il n'avait pas conscience, il n'avait pas réalisé qu'il avait choisi la scène. Il pensait qu'il l'avait choisi au pif. Et finalement, c'est une scène. Mais ça, c'est pas enfoui. Il avait juste à enlever une demi-peau morte et ça faisait comme ça. Effectivement. C'est pas révélé, c'est enfoui. C'est à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va pas. Non, je chipote pas parce que c'est l'entièreté de. Enfoui, c'est juste que c'est masqué, que c'est pas à la surface. Et c'était pas à la surface parce que tu le savais pas. Oui, mais enfoui, ça inclut une idée de profondeur. Ouais. Et que c'est compliqué. Après, ça peut être enfoui sous ça. Ou enfoui sous. Là, on est sur vraiment de la mauvaise foi. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais là, c'est un débat de mauvaise foi. Il n'empêche qu'il révèle quelque chose qui n'est pas à la surface, si vous voulez. Mais est-ce que c'est pas en fait le taf de tous les professeurs possibles et imaginables ? Moi, je sais pas. Moi, j'ai une mère prof. Je l'ai vue sans arrêt quand tout à coup, elle avait décidé qu'elle allait sauver un élève quoi qu'il. Et souvent, quoi qu'il, ça voulait dire malgré lui. Elle trouvait, je la voyais démultiplier les solutions pour arriver à ce que le gamin se rende compte qu'il avait de la valeur. Tu mets pas les personnes au service de toi, tu te mets au service des personnes. Ouais, mais ça, c'est passionnant. Moi, c'est juste que le processus ressemble beaucoup à un processus de manipulation. C'est le même processus qu'utilisent les manipulateurs pour te faire croire que ça vient de toi. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux. Oui. C'est exactement ça. Mais dans manipulation, il y a aussi de la manipulation positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dessein de faire de mal à l'autre. Non, manipulation, ça peut pas être positif en fait. Oui, c'est ça le problème. C'est que manipulation, ça ne peut pas être positif. Sauf chez le kiné. Voilà. Et encore, ça dépend du kiné. Tu peux pas. Et trop souvent, t'entends effectivement les réalisateurs et les réalisatrices, parce que moi j'ai vécu avec des femmes aussi, parce qu'elles n'ont pas le time. Elles estiment qu'elles n'ont pas le time, donc elles vont faire la chose la plus opérante, la plus efficace, et elles s'en foutent de toi dans l'état dans lequel tu seras après à la fin de ta journée ou à la fin de ta vie. D'ailleurs, souvent il y a des metteurs en scène, des réalisateurs et tout, qui te jouent les répliques pour que tu refasses exactement la même chose, parce qu'ils veulent ça, ils n'ont pas le temps, etc. Donc ça, il n'y a rien de pire. Et j'ai vu des profs faire ça, et ça n'a aucun intérêt pédagogique. Non. Et là, pour le coup, si tu es vraiment un mauvais acteur, c'est encore pire. Surtout que tu n'arrives pas à le faire, parce que si tu n'es vraiment pas bien bon, tu es un peu sourdingue. Et donc tu n'arrives pas à reproduire ce que tu viens d'entendre. Ça n'a pas d'intérêt. Non. Donc la pédagogie m'intéresse. Et ce que vous appeliez la direction d'acteur, Après, la réalisation, pour l'instant, ça me... de docu, si, j'ai plein de projets de docu. Ouais. Mais la réalisation de docu, je trouve... remarque, je sais pas. J'allais dire c'est pas la même chose, mais si, peut-être un peu quand même. Au final, tu racontes une histoire, quoi. Tu cherches le meilleur moyen de raconter ton histoire. Comment tu diriges un orque ? Une orque. J'espère qu'on les dirigera le moins possible. Comme ça veut dire qu'elles seront libres, qu'elles seront plus dans les delphinariums. Sauver Willy. Parce que les documentaires animaliers, pour le coup... il y en a des... Il y en a beaucoup, en fait. C'est même pas de la direction d'animaux, c'est vraiment... Parce qu'il faut raconter une histoire. Moi, j'ai discuté avec un réal de doc animalier qui me disait bon, là, je retourne en Alaska parce que on suivait une famille, une maman ours avec ses petits. Et je dis ils ont dû grandir quand même depuis l'année dernière. Et puis qu'est-ce qui ressemble le plus à un ours blanc qu'un autre ourson d'ours blanc. Donc c'est pas les mêmes, etc. Bien sûr. La sagesse de la pieuvre, il y a au moins 12 pieuvres dans le bordel.
C'est ça Mais c'est pas grave, au final, ça fait une histoire. C'est pas grave. Sauf que le par exemple, documentaire... j'ai montré la sagesse de la pieuvre à mon neveu. À l'époque, il avait 10 ans. Donc, on s'est retrouvés à pleurer comme des veaux. Et lui et moi, on était vraiment... efficace, c'est bien raconté. Voilà. Quand j'ai appris que c'était pas... moi, j'y connais rien, documentaire animalier. Mais comme celui-là m'a vraiment profondément troublée. Et que j'ai décidé de plus jamais manger d'encornets. Et potentiellement plus d'animaux. Je me suis renseignée. Et là, je me disais, mais c'est quand même bizarre comment il a pu se filmer. Enfin, après, tu remets les choses. Oui. Moi, je suis pas un enfant, donc forcément, je me pose certaines questions. Je trouve ça compliqué que ça ne soit pas écrit avant. D'accord. Tu sais, de la même manière qu'avant n'importe quelle fiction, il y a écrit les faits ne sont... C'est hyper intéressant parce que ça, c'est une phrase que j'aurais pu dire, alors que là, aujourd'hui, je m'en fous un peu. Mais il y a encore plus sordide, mais ça sort un petit peu du podcast, mais les photographes animaliers, il y a un vrai sujet. Ouais, je sais, parce que moi, j'en suis plein sur Insta. Et t'as des tu trucs vois de qu'ils n'ont ouf. pas les mêmes méthodes. Et il y Non, en mais a t'as qui des disent mecs, très clairement, faut pas faire ça, quoi. Les mecs, carrément, c'est des animaux empaillés. Hein. Les grenouilles, ils les foutent dans le frigo. Et après, donc elles sont mortes, évidemment. Et après, ils les manipulent, ils prennent la photo sur une fleur. Mais Ils les manipulent, comme Les les profs. Vous êtes les grenouilles. Tu mets ton élève dans le frigo, il est mort, tu le sors, tu le mets sur le plateau, et il te fait Il y avait Shakespeare. un mec qui avait chopé un prix, un truc assez prestigieux de la photo animalière. Et ils se sont rendus compte quelques années après que c'était dans un zoo. Il y a un mec qui a reconnu le rocher, qui a dit, je crois que c'était un fourmilier. C'était pas un ours, c'était un fourmilier, qui vont bouffer les fourmis. Et il y a un mec, je sais plus combien de temps après, qui a fait, mais en fait c'est au zoo, je sais pas quoi, ils ont recoupé. Tu sais, il a reconnu un vieux rocher dans un coin. Bon, le mec ne sera plus jamais publié nulle part. Il y a des trucs sordides, ouais. Faut pas faire ça, surtout que les documentaires animaliers, souvent, la cible, c'est les enfants. Donc, oui, mais alors pour revenir à ta sagesse de la Ouais. pieuvre, bon, il y a un vrai sujet parce que c'est pas assumé comme une fiction, c'est ça que tu veux dire. Bah oui. Et pourtant, à dis quel les moment choses. tu peux pas croire que c'est... Est-ce que c'est vraiment Bah, assumé moi, comme j'ai- un documentaire? Bien sûr. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, alors peut-être que mon neveu et moi, on est aussi cons l'un que l'autre, mais nous, on l'a vécu. Si on pleurait, Tu t'es senti un peu floué, quoi. Tu t'es dit, ah merde. je me suis dit pas floué parce que de toute façon, je trouve le film très bien. Et je pense que c'était important et que Ça Hugo t'aurait le voit gâché de avec moi savoir et tout. avant que... Non, au contraire. Mmh. Ça m'aurait mis dans des vrais... Non, je me serais sentie traitée comme une personne adulte. Moi, Là, t'as été et je manipulé. ne veux pas faire ça non plus, moi, à un enfant. Là, t'as été manipulé. Je préfère dire à Hugo, alors voilà, tu sais, c'est un mec, il a un vrai amour des pieuvres et donc il a décidé de faire ce truc sous cette forme-là. Oui, pour- c'est un conte un peu. C'est un conte. Mais moi, je l'aurais vendu comme ça, Hugo. Là, je lui ai menti. En toute bonne foi. Voilà, j'aime pas ça. Ouais. Moi, j'ai discuté. Je veux bien lui mentir, mais quand je sais que je lui mens. Ouais. Vincent Munier, là, qui a fait La Panthère des Neiges et tout, qui lui, pour le coup, il a une éthique de dingue et tout. Il a dit, j'ai regardé un quart d'heure et j'ai arrêté, quoi. Bah, Ça, oui. lui, il a les codes, il fait, oui, d'accord, bon. Bah oui. Ça, c'est la pieuvre numéro 8. Bah, je trouve ça pas cool. Oui, Voilà. c'est un conte, quoi. oui, Bah, ok, mais- ça s'entend. Je Bah, l'aurais pas fait non plus. Si on est à l'heure on est à -2 avant la fin du monde et il faut que les gamins ils soient ultra au courant de. Oui, je suis d'accord. Enfin, un podcast sur l'écologie, là, c'est ça, non? Oui, Non, la parce que saison là, 2, c'est vrai, là, on est dans la fabrique. Hein. Là, c'est comment tu fabriques un documentaire, une fiction, C'est comment vrai, tu racontes ouais. une histoire. Oui, totalement. Ouais. Bah ouais. Si, sur la manipulation. Des Ah photographes, là, des oui. photographes, Oui. des Des spectateurs, des tout le monde. réalisateurs, tout ça, quoi, des profs de théâtre. Mais alors, tu peux dire aux enfants que tous les docus animaliers. Bon, Mais il y a même sûrement des Dactari. exceptions, mais. Même Dactari. Même la famille de ça me dit Suricates, rien, vous. même la famille de Suricates, là, Vous c'est voyez pas pas sur ce que France c'est 5. que Dactari? Ça me Si, dit Dactari. vaguement un Je suis truc. vieille à ce C'est le lion. point-là. C'est le lion. Oui, qui Oui. louchait, Laurence. qui Ah, je louchait. connais bien, c'est de ma famille. On va expliquer. Non, on va pas expliquer. Non, on va pas. On exclut l'auditeur. On là, exclut avec totalement cette blague. l'auditeur. Et ben, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Merci Guillaume. Merci, Mais Guillaume. Merci, Guillaume. Merci, les amis. Il y aura un 3 peut-être. S'il y a une saison 3, ça Il y m'étonnerait. aura une saison mais, 3, ça a cartonné. Enfin, ça m'étonnerait. On te retrouve où? Eh bien, le grand dimanche soir, C'est quoi? une émission réalisée demain de maître par François Audouin, à la rédaction en chef Ouais. Hamzia Sedi, chronique dramatique, Julia Tardin. Oui, tous les dimanches, 18h, 20h sur France Ouais, Inter. en tournée avec 2 spectacles, avec Maurice spectacles. 2027 et Vers l'infini.
mais pas au-delà, avec l'astrophysicien Eric Lagadec, sur le thème de l'infini. Ah mince, on aurait pu en parler un peu. Ah ben on fera un 3. Et donc, il y a 4 bouquins qui sortent cette année, 2 documentaires, un en préparation. Non, je prépare un podcast. Ah. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous demander les références des micros. Et non, il y a ton podcast. Oui, Mission Poséidon, Voilà, sur Mission Poséidon, France Inter. Dispo sur toutes les plateformes, un podcast plutôt sympa. Donc, 3T dans Télérama. Mais je crois que tout le monde a 3T maintenant. Ah bon ouais, Ouais, il me semble. hein. je crois que même la fabrique a 3T. Ouais, Non. Non. il y en a 8. Je les ai rajoutés au stylo. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, merci je vous en prie. Juliette. Merci pour l'invitation. François. Merci, Ramzi. Et on se retrouve Merci, bientôt Juliette. pour un nouvel Avec qui épisode. C'est qui le prochain invité? Mystère. Ah, Jean-François Mystère. J'adore.